Il y a très longtemps, en 1735, dans les Pines Barrens, un coin sauvage au sud de New Jersey, vivait une femme nommée Deborah Leeds. Madame Leeds avait 12 enfants et avait beaucoup de mal à s'en occuper car elle était très pauvre. Alors qu'elle espérait ne plus jamais enfanter, un jour, cette dernière eut la mauvaise surprise de constater qu'un 13e était en route. La pauvre femme, très contrariée, ne décolérait pas, et juste avant son accouchement, elle s'écria « Que le diable emporte cet enfant s'il le veut ». À vrai dire, celle-ci aurait mieux fait de se taire ce jour-là, car les murs ont des oreilles et le diable aussi, et certaines prières sont parfois entendues et exaucées. La nuit était sombre et orageuse, et pour Deborah Leeds, celle-ci allait être longue, très longue, car elle était prête à mettre au monde cet enfant non désiré, et des sages-femmes étaient là pour l'y aider. Les heures s'écoulaient, entraînant avec elles son lot de souffrances. Puis enfin, ce fut la délivrance. L'enfant était né et bien portant. Mais, quelques minutes plus tard, sans qu'on ne comprenne pourquoi, le bébé se mit à grandir, encore et encore. Puis soudain, ce dernier commença à se transformer en quelque chose de monstrueux, devenant plus grand qu'un homme. Ce n'était plus un bébé, mais une créature qui n'avait rien d'humain. Il avait une queue comme celui d'un animal. Sa tête énorme avait l'apparence de celle d'une chèvre, et sur celle-ci avaient poussé des cornes. En guise de pieds, il avait 2 sabots fendus, et pour couronner le tout, d'immenses ailes lui poussèrent dans le dos. Bref, une créature effrayante qu'on n'avait jamais vue auparavant. Paniqué, tout le monde tenta de déguerpir, mais malheureusement le monstre les tua l'un après l'autre. Sans pitié, il n'épargna même pas celle qu'il avait engendrée. Son massacre accompli, il s'enfuit dans la nuit noire au fin fond de la forêt. Force est de constater que le diable avait bel et bien entendu la prière de Deborah Leeds et a fait de ce bébé innocent un être à son image, monstrueux et sans cœur. Peu de temps après cette histoire, des rumeurs commencèrent à fleurir dans la région. On racontait partout qu'une horrible créature rôdait dans la forêt. Les habitants étaient terrifiés et avaient peur de sortir de chez eux. On retrouva du bétail massacré ainsi que des animaux domestiques tels que chiens, chats, etc. Et on attribua cette tuerie à celui qu'on surnomme maintenant le diable de Jersey. Nous sommes en 1816. Joseph Bonaparte, le frère aîné de Napoléon, s'exile en Amérique, dans une demeure du New Jersey, près de Bordentown. Il raconta qu'un jour, alors qu'il chassait du gibier dans les bois, il aperçut des empreintes de sabots très étranges. Il les suivit, puis se retrouva face à une créature effrayante. Et c'était, d'après ses dires, le diable de Jersey. En 1909, presque 200 ans après la naissance du monstre, une centaine de personnes disent l'avoir vu dans au moins 30 villes différentes. Un matin, dans la ville de Bristol, un homme, John McOwen, entendit des bruits bizarres près de sa maison. Il alla à sa fenêtre et regarda dehors. Au même moment, il aperçut une créature qui ressemblait au diable de Jersey. Un soir, Madame Sorbinski, une femme qui vivait à Camden, entendit un bruit dans son jardin. En ouvrant sa porte pour aller voir d'où ça venait, elle vit le monstre qui tenait son chien entre ses griffes. Il paraît qu'elle frappa celui-ci avec un balai,
jusqu'à ce qu'il laisse tomber sa proie et s'enfuit. Elle se mit ensuite à crier, alertant tout l'entourage. Un autre témoin, James Sackville, qui était policier, affirma avoir aperçu la créature. Il dit qu'elle avait des ailes et qu'elle sautillait en poussant des cris effrayants. Nous sommes en 1972. Une jeune femme nommée Mary Ritzer fit une rencontre qui la traumatisa à vie. Une nuit enneigée, alors qu'elle roulait sur la route de Greentree, en regardant dans son rétroviseur, elle aperçut quelque chose d'assez bizarre, mais n'arrivait pas à voir ce que c'était. Très intriguée, la jeune femme décida de ralentir. Et ce qu'elle vit lui glaça le sang. Il faisait nuit, mais la clarté de la lune lui permit de bien distinguer la forme d'une étrange créature traverser la route à environ 7 mètres derrière sa voiture. La chose était beaucoup plus grande qu'un homme. Elle avait de grandes ailes, des hanches épaisses qui supportaient un torse presque humain et une tête énorme. Sans perdre une seconde, Marie appuya sur l'accélérateur et fonça jusqu'à chez elle. Elle fut tellement terrifiée cette nuit-là qu'elle n'est jamais retournée là-bas. Nous sommes en Martinique, à Fort-de-France, dans le quartier de Ravine-Bouilly. Il est plus de minuit et la nuit est paisible. Dans une des maisons du quartier, un couple et ses 2 enfants dorment profondément. Il est maintenant 1h30 du matin et le père de famille se réveille. L'homme a soif. Il décide donc d'aller prendre un verre d'eau dans la cuisine. Encore endormi, celui-ci n'a qu'une seule hâte, c'est de retrouver son lit. Alors après avoir étanché sa soif, sans attendre, il se dirige droit vers la chambre à coucher. Seulement, un bruit étrange venant de l'extérieur l'arrête dans son élan. Curieux, malgré sa fatigue, il décide de jeter un coup d'œil. Il s'avance doucement vers la fenêtre et regarde discrètement à travers les persiennes. Et là, dehors, à quelques mètres, il voit un homme. Celui-ci ne bouge pas. Il fait sombre, mais le père de famille reconnaît tout de même son voisin, un homme d'une 40aine d'années qui habite dans la maison d'en face. Il s'interroge et se demande ce que ce dernier peut bien trafiquer à une heure si tardive. Il continue à l'observer et soudain, devant ses yeux, celui-ci se met à s'agiter d'une façon étrange. Puis il y a son visage, qui semble se déformer au fil des secondes. C'est effrayant, il s'allonge de plus en plus. Ce n'est plus un visage humain, mais plutôt la gueule d'un animal. L'homme est en train de littéralement se métamorphoser sous le regard ahuri du père de famille. Terrifié au plus haut point, ce dernier se précipite vers la chambre pour prévenir sa femme, qui dort encore très profondément. Il tente alors de l'extirper de son sommeil en la secouant vivement et en lui disant d'une voix tremblante: « Levez, levez, vini ouè ça qui qu'a passé. Lève-toi, lève-toi, viens voir ce qui se passe. » La femme, surprise par le réveil brutal de son mari, décide de le suivre sans broncher dans le salon.
tous deux s'approchent de la fenêtre. Et là, ils assistent à un spectacle effarant, car l'homme continue à se transformer lentement, et bientôt ce dernier se retrouve à 4 pattes. Ses membres supérieurs et inférieurs semblent prendre une autre forme eux aussi. Comme sa tête, ils ne sont plus du tout humains. Ce sont les 4 pattes d'un animal, d'un gros chien. Le couple est horrifié. Leur voisin s'est littéralement métamorphosé en pleine nuit. Et bientôt, cette étrange créature là dehors fait pivoter sa tête en direction de leur fenêtre, les yeux fixes, brillants dans la nuit noire. Puis, quelques instants après, il s'éloigne et s'évapore dans l'obscurité. Ce que ce couple a aperçu durant cette nuit-là porte un nom. C'est ce qu'on appelle en créole un morphoisé, qui vient du mot métamorphose. Comme le dorlis et le soukounian, cette créature fait partie des légendes antillaises. En Martinique, on dit que le morphoisé est un homme mal intentionné qui utiliserait des pratiques occultes afin d'obtenir le pouvoir de se transformer en chien. On dit aussi que si cette créature ne retrouvait pas sa forme humaine avant le lever du soleil, celle-ci pourrait bien rester dans le corps d'un animal toute sa vie. En tout cas, si par hasard un soir tu croisais un morphoisé, évite de le fixer et surtout, fuis le plus vite possible. Il est minuit, une jeune fille entre dans une pièce sombre. Dans cette pièce, il y a un grand miroir éclairé par 2 bougies. Elle se tient debout là, fixant son reflet dans la glace. Soudain, elle se met à tourner sur elle-même, tout en chuchotant des mots étranges, ou plutôt un nom étrange, Bloody Mary, Marie la sanglante. Elle continue ce curieux rituel et à chaque tour, elle élève de plus en plus la voix, puis, au bout de la 13e fois, elle hurle cette phrase « Bloody Mary, I killed your baby ». Puis elle s'arrête devant la glace et fixe son reflet. Tout à coup, ce dernier s'évapore. Puis, lentement, un autre reflet apparaît, c'est celui d'une femme, terrifiante, le visage lacéré et plein de sang. La jeune fille devient blême. Horrifiée par ce qu'elle voit, elle voudrait fuir, mais semble figée sur place. Soudain, l'entité se met à crier. Prise de panique, elle court vers la porte et tente de l'ouvrir, mais en vain. Aucune fuite n'est possible car la porte est bloquée. Elle est enfermée dans cette pièce, prise au piège avec cet esprit malfaisant, celui de Bloody Mary, qu'elle a pourtant elle-même invoqué. Elle a beau crier à l'aide, personne ne l'entend. Tremblante de peur, elle se retourne doucement, s'avance à nouveau vers le miroir. Surprise, elle constate que le reflet hideux a disparu. Malheureusement, son répit va être écourté par la réapparition soudaine et brutale de l'entité dans le miroir, plus menaçante que jamais. Dans un dernier cri strident, Bloody Mary agrippe la jeune fille et l'entraîne avec elle de l'autre côté du miroir. Celle-ci n'aurait jamais dû jouer à l'invoquer, car maintenant elle a disparu dans le monde des ténèbres et on ne la reverra plus jamais. Bloody Mary est une légende urbaine, un fantôme féminin qui hante les miroirs. On dit qu'elle est terrifiante et que pour la voir apparaître, il faut exécuter ce rituel qui consiste à se placer devant la glace dans une pièce sombre éclairée avec des bougies et prononcer plusieurs fois son nom. Le nombre de fois peut varier, allant de 3 à 13 fois. Au XVIe siècle, il y a eu une Bloody Mary qui, elle, n'était pas une légende.
mais un personnage bien réel. Une reine Marie Tudor, fille d'Henri VIII, la première reine d'Angleterre. On l'appela Bloody Mary à cause de sa cruauté. En effet, elle fit brûler vifs de nombreux protestants durant son règne. Les origines de cette légende sont diverses. On dit que Bloody Mary était une mère infanticide, une fille morte en couche, une jeune fille que son père aurait enterrée vivante, une mère qui aurait perdu ses enfants et qui se serait suicidée, ou encore une sorcière, une certaine Mary Worth. Mary Worth vivait au fin fond d'une forêt dans une modeste demeure. Elle était connue dans sa région pour concocter et vendre des remèdes à base de plantes. Son mode de vie assez étrange intriguait les villageois. Certains pensaient que c'était une sorcière et avaient peur de s'en approcher. Au bout de quelque temps dans le village, des petites filles commencèrent à disparaître. On avait beau les chercher, on ne retrouvait aucune d'entre elles. Les parents étaient désespérés. Et comme on pouvait s'y attendre, ceux-ci soupçonnèrent Marie, allant jusqu'à lui demander des comptes. Mais cette dernière nia toute implication dans la disparition des enfants. Seulement, les villageois avaient remarqué quelque chose d'assez étrange chez Marie. En effet, celle-ci avait changé physiquement. Elle semblait rajeunir de jour en jour. Une nuit, sans raison apparente, la petite fille d'un des habitants sort brusquement de sa demeure. Elle était visiblement attirée par quelque chose d'invisible, mais par quoi, les parents ne le comprenaient pas. Très effrayés, ils essayèrent de l'arrêter, mais en vain. Certains habitants, entendant les cris de détresse des parents de la petite fille, n'hésitèrent pas à leur venir en aide. Ils se mirent donc tous à la chercher. Soudain, l'un d'eux aperçut une étrange lumière à la lisière du bois. Et en regardant de plus près, ils virent une femme debout là, près d'un grand chêne. C'était Marie. Celle-ci tenait une sorte de baguette à la main et la pointait vers la maison des parents de la petite fille. Voyant ce qu'elle était en train de manigancer, les villageois l'attrapèrent, essayant de l'immobiliser. Elle se débattit et tenta de s'enfuir, mais ils réussirent à l'arrêter. Elle fut emprisonnée, jugée et accusée de sorcellerie. Puis on l'emmena au bûcher, où on la brûla vive. Cependant, avant de rendre l'âme, elle jeta une malédiction sur les villageois. Après la mort de Marie, on trouva chez elle les restes des petites filles disparues. Apparemment, Marie avait utilisé leur sang pour se rajeunir. Des personnes, surtout des adolescents, se sont amusés à invoquer Bloody Mary, et il paraît que certains d'entre eux l'ont regretté. On dit qu'une fille se serait retrouvée poignardée après avoir crié devant le miroir de sa salle de bain qu'elle ne croyait pas en l'entité. En tout cas, les gens n'ouent pas, il vaut mieux ne pas tenter le diable et éviter d'invoquer Bloody Mary, car on ne sait jamais. Nous sommes dans les Caraïbes, à Trinidad and Tobago. Il y a là-bas une vieille femme qui vit recluse dans une vieille maison. On ne la voit jamais, mais le soir venu, quand tout le village est endormi, elle sort de son antre et se métamorphose. Cette femme peut se transformer en ce qu'elle veut, et bien sûr ses pouvoirs ne sont pas innés. Elle les doit à l'être le plus terrifiant qui existe, le diable en personne. La vieille femme a fait un pacte avec lui, et maintenant elle peut s'adonner au mal. Cette nuit, comme d'autres nuits, elle va chasser. Pour ça, elle doit se débarrasser de sa peau. Elle dépose celle-ci dans un endroit bien secret pour que personne ne puisse la trouver. Puis, du toit de sa maison, elle s'élance dans la nuit noire, s'envolant à travers le ciel en une boule de feu rougeoyante. Les chiens aboient à son passage, car ils savent que le mal est de sortie.
Son but, c'est de trouver une victime et lui sucer le sang tel un vampire. Sous cette forme, elle peut s'introduire n'importe où par la serrure, une fissure dans la porte ou les fenêtres. Ces victimes endormies se retrouveront le matin avec des marques sur le corps, ressemblant à des bleus. Mais elle doit faire attention, car si elle leur prend trop de sang, elle peut en mourir. Maintenant, elle a fini sa tournée. Elle va rentrer au bercail. Il faut qu'elle fasse vite, car le jour va se lever et si elle ne rentre pas avant, elle peut le regretter. Alors elle se dépêche et s'envole à nouveau. Elle se dirige vers la forêt, là où elle a caché sa peau. Quand elle la retrouve enfin, elle l'enfile comme un gant. Mais là, quelque chose semble être anormal. Sa peau commence à s'irriter, puis c'est de plus en plus brûlant. Les minutes défilent, elle doit repartir avant le lever du soleil. Mais impossible, c'est une véritable torture. C'est insupportable, alors elle se met à hurler. Elle vient de comprendre avec effroi que cette fois-ci, c'est fini pour elle. Quelqu'un l'a piégée. Cette personne a su où elle cachait sa peau et l'a aspergée de gros sel et de poivre, une recette efficace pour détruire les êtres comme elle. Fini les virées nocturnes au milieu des habitations. Désormais, elle ne fera plus de mal à personne. C'était son dernier vol avant la fin. Très connus à Trinidad and Tobago, ces êtres vampiriques portent le nom de Soucouyants ou Soucouyants. Ceux-ci sévissent aussi sur d'autres îles, comme la Guadeloupe par exemple. Il paraît que ce sont des gens normaux, le plus souvent des femmes d'un certain âge qu'on ne soupçonne pas forcément, mais qui ont le pouvoir de se transformer grâce au pacte qu'elles ont fait avec le diable. À la tombée de la nuit, celles-ci changent d'aspect et prennent soin d'enlever leur peau et de la cacher dans un endroit sûr. À Trinidad and Tobago, on dit que le Soucouyant aime parfois s'attaquer à des innocents tels que des nouveau-nés. Il se nourrit de leur sang, soi-disant pour retrouver la jeunesse. Grâce à sa capacité à se transformer, il semble pouvoir agir et faire du mal comme il veut. Mais il paraît qu'il y a des moyens de l'empêcher de nuire et même de le détruire. Pour ça, on doit retrouver sa peau, la frotter avec du sel, et lorsqu'il enfilera celle-ci, il ne pourra pas la supporter et agonisera peu après dans d'atroces souffrances. On dit aussi que pour éviter que ces êtres s'introduisent chez vous la nuit, il faut prendre une grosse poignée de riz, placer tout ça devant la porte ou la fenêtre, ainsi lorsqu'il essaiera de rentrer, en voyant le riz, il ne pourra s'empêcher de le ramasser. Il devra compter chaque grain un par un. Et ça sans faire d'erreur, sinon il devra recommencer dès le début. Il y a très longtemps, à Trinidad and Tobago, on raconte qu'un homme rentrait chez lui à cheval. La nuit était déjà tombée, et ce dernier avait hâte d'arriver. Mais alors qu'il avançait dans la forêt, il entendit un son étrange, et se rendit compte que ce qu'il entendait ressemblait au cri d'un bébé. L'homme était surpris d'entendre un enfant pleurer dans ce lieu en pleine nuit, mais il décida quand même de s'arrêter. Il descendit alors de son cheval, s'approcha doucement de l'endroit d'où venaient les pleurs, un arbre à coton, et là, il vit un bébé dans un panier. Sans se poser de questions, il le prit. Vu l'heure tardive, il voulait l'emmener chez lui, puis le lendemain le confier à l'orphelinat. Mais alors qu'il avançait, il eut l'impression que ce bébé devenait plus lourd. Malheureusement, ce n'était pas qu'une impression, car petit à petit le nourrisson se mit à grossir,
grossir. Ce qui se passait était incroyable et l'homme était sous le choc. Mais comment ce bébé pouvait grossir comme ça? Ce n'était pas normal, pensa-t-il. La terreur l'envahissait et il ne savait plus quoi faire. Quand soudain, une voix grave sortie d'outre-tombe lui dit « Tu ferais mieux de me ramener là où tu m'as trouvé. » L'homme n'en revenait pas, car cette voix qui lui donnait cet ordre était celle du bébé. Terrorisé comme jamais il ne l'avait été, il ne se fit pas prier et s'exécuta aussitôt. Il rebroussa chemin, descendit de son cheval avec le nourrisson, se rendit compte que plus il se rapprochait de l'arbre en question, plus l'enfant retrouvait sa taille normale. Il n'avait qu'une seule hâte, c'était de se débarrasser de ce bébé, ou plutôt de cette chose qu'il n'aurait jamais dû emporter avec lui, croyant faire une bonne action. Il le déposa donc là où il l'avait trouvé, remonta sur son cheval à la vitesse grand V, et disparut aussitôt dans la nuit, laissant derrière lui cette étrange créature qui recommença à pleurer au pied du grand arbre à coton. À la place de cet homme, qu'auriez-vous fait? Sans doute que beaucoup n'hésiteraient pas à venir en aide à un bébé sans défense. Mais là, force est de constater que cet homme aurait dû le laisser à son sort. Car il n'était visiblement pas ce qu'il semblait être, mais quelque chose de bien plus sombre, bien plus démoniaque. Le Dwayne, une créature de Trinidad and Tobago. La légende dit qu'ils ont l'apparence d'un enfant. On raconte qu'ils n'ont pas de visage et que leurs pieds sont tournés vers l'arrière. Il paraît que les Dwayne sont en fait les esprits d'enfants décédés avant qu'ils ne soient baptisés, et qu'à cause de ça, ils seraient condamnés à errer dans les forêts et les rivières. Et leur but serait d'attirer des enfants dans les bois pour qu'ils s'égarent et qu'on ne les retrouve plus jamais. Pour pouvoir s'adonner à leur jeu préféré, ces créatures n'hésiteraient pas à s'approcher des habitations en pleine nuit. Et là, ils se mettraient à pousser des gémissements, des pleurs ressemblant à ceux d'enfants. Les parents qui pensent alors entendre les cris de leur progéniture les appellent. Mais c'est une grosse erreur, car il ne faut jamais, ou grand jamais, crier leur nom ainsi dans la nuit. Ces créatures maléfiques chercheraient à tromper ces pauvres parents, et ainsi s'emparer du nom de leurs enfants, afin de les appeler pour les entraîner avec eux au fin fond de la forêt. Il y a très longtemps, la femme d'un éleveur de chèvres tomba gravement malade. Afin de récolter assez d'argent pour les soins de son épouse, celui-ci dut travailler nuit et jour sans répit. Alors que le pauvre homme était déjà accablé par tous ses malheurs, un jour, des adolescents décidèrent de lui faire une blague d'une cruauté sans nom. Ils empoisonnèrent toutes ses chèvres. Le couple a donc brutalement perdu sa seule source de revenus et peu après, la femme est décédée. Le fermier, complètement anéanti, sombra dans une folie extrême, n'ayant plus rien à perdre. Il fit un pacte avec le diable et se transforma en monstre. Il n'avait plus forme humaine, en tout cas en partie, car il était devenu ni homme ni bouc. Comme une bête, il était poilu de la tête aux pieds, mais se tenait debout comme un homme. Son torse était musclé comme celui d'un homme et il était très grand. Sa tête était celle d'un bouc et il avait des pattes de bouc. Son apparence était tout simplement terrifiante et son désir de vengeance l'était tout autant. Après sa métamorphose incroyable, l'éleveur décida de se terrer au fin fond de la forêt et jura d'éliminer tous les humains qui croiseraient son chemin. Nous voilà dans les années 60, à Huntington, en Virginie occidentale. Un couple se balade dans les bois quand brusquement, ils entendent des craquements étranges.
Ils se demandent ce que c'est, mais finalement décident de continuer leur promenade tranquillement. Mais soudain, alors qu'ils avancent, ils voient au loin quelque chose. Et cette vision est terrifiante. Ils aperçoivent une créature debout sur ses pattes arrière, qui semble être humain et animal. Figés par la peur, ils regardent la créature. La créature les a vus aussi, et brusquement, celle-ci s'enfuit dans la forêt. Et bien sûr, le couple a aussitôt pris ses jambes à son cou et est allé voir la police. La femme a affirmé avoir vu la créature la plus terrifiante qu'elle n'ait jamais vue de sa vie. Un être mi-homme, mi-bouc. Nous sommes en 1961, à Bowie, dans le nord-est du Maryland. 2 étudiants, un garçon et une fille, sont retrouvés sans vie dans leur voiture. Il y a de grandes rayures sur la carrosserie et les vitres sont brisées. Apparemment, le jeune couple s'est rendu dans les bois durant la nuit afin d'être tranquille en amoureux. On les a retrouvés assis sur le siège arrière, leurs visages complètement défigurés. Voilà que le mois suivant, d'autres adolescents font une rencontre terrifiante. Voulant profiter de moments intimes, ceux-ci décident de se rendre dans la forêt à Bowie en pleine nuit. Alors qu'ils sont en plein ébat, la jeune fille voit, à quelques mètres dans les bois, une créature étrange avec une tête de bouc. Celle-ci, complètement abasourdie, pousse un cri de terreur, alertant son compagnon, qui, voyant la créature, lui aussi, se met à crier à son tour. Ils sont sous le choc, tétanisés par la peur. Soudain, avant qu'il n'ait le temps de s'enfuir, la créature commence à s'approcher. Les adolescents sont terrifiés, mais réussissent tout de même à démarrer la voiture et à échapper au monstre. Après ces incidents, la légende de l'homme bouc a commencé à se répandre dans le Maryland, puis dans d'autres États. Et beaucoup de meurtres commis dans la région ont été attribués à l'homme bouc. Nous sommes en 1970. Un chien appartenant à une famille, les Edwards, a été retrouvé sans vie près de la route de Fletcherton, dans le comté de Prince George, Maryland. Ils étaient à sa recherche car l'animal s'était brusquement volatilisé. Finalement, on l'a retrouvé dans un état horrible, car il n'avait plus de tête. Durant la même nuit où le pauvre chien avait disparu, l'un des membres de la famille Edwards avait entendu des bruits étranges, et même le voisinage a affirmé la même chose. Les filles Edwards étaient persuadées que le coupable était l'homme bouc, le Goatman. En 1971, un fermier a vu un homme ressemblant à une chèvre dévorer un cochon. L'homme était terrifié en voyant la scène, mais a tout de même voulu se rapprocher pour se rendre compte que ce qu'il voyait était réel. Mais lorsque la créature le vit, ce dernier s'enfuit et disparut dans les bois. Nous sommes à Hutchinson, dans le nord-est du Kansas, aux États-Unis. Il paraît que cette ville est l'une des plus hantées du Kansas. Il y a très très longtemps, une jeune femme, Molly Hollow, vivait là-bas. Celle-ci était afro-américaine, et à cette époque lointaine, il n'était pas bien vu d'avoir cette couleur de peau. Néanmoins, celle-ci était heureuse car amoureuse. En effet, elle venait de rencontrer un jeune homme, et ces deux-là vivaient une belle histoire. Seulement cet amour était voué à l'échec, car ce jeune homme n'était pas de la même origine que Molly. Ils essayèrent de cacher leur relation, mais malheureusement, les habitants de la région ont fini par découvrir leur secret. Beaucoup d'entre eux étaient contre cette union et ne pouvaient supporter qu'une jeune fille noire fréquente un des leurs. À leurs yeux, c'était contre nature. Alors les choses se compliquèrent pour Molly et des gens commencèrent à s'en prendre à elle
jusqu'à ce qu'une nuit, un groupe de personnes déterminées à en finir avec la jeune femme se rendit chez elle et la traînèrent de force à l'extérieur. Malgré ses supplications, ces derniers ne voulaient rien entendre. Ils l'emmenèrent à Jackson Park. Ils lui mirent la corde au cou et sans pitié, ils la pendirent à un arbre. La légende dit que dans ce parc, son fantôme rôde encore. On raconte que parfois, tard dans la nuit, on peut entendre des pleurs et des cris étranges à Jackson Park. Certains visiteurs disent avoir vu dans les bois le fantôme d'une jeune fille pendue à un arbre. D'autres affirment avoir ressenti une présence et des mains invisibles les frôlant alors qu'il se promenait à l'endroit même où elle a été lynchée. Nous sommes à Bangkok en Thaïlande. Il est 3 heures du matin. Après avoir fait la fête toute la soirée sur Royal City Avenue, un homme décide de rentrer chez lui à Lat Phrao. Alors qu'il est sur la route du retour, il aperçoit 2 jeunes femmes habillées en noir. Celle-ci semble lui faire signe. L'homme, intrigué, n'hésite pas à s'arrêter. Elle monte alors dans le véhicule et s'installe sur le siège arrière. Celles-ci veulent qu'il les conduise dans un temple de la capitale, le Wat Samian-Nari. Les 2 jeunes femmes sont jolies et l'homme un peu dragueur essaye d'entamer la conversation avec elles. Mais elles ont l'air étranges. Celles-ci répondent à peine, ont le regard vide. Visiblement, la tentative de séduction du jeune homme ne fonctionne pas. Peut-être qu'elles ne sont pas d'humeur. Sans doute qu'elles sont en deuil, vu leur accoutrement. Et c'est certainement pour ça qu'elles se rendent au temple, pense-t-il. Le véhicule se dirige vers le temple. Ils sont maintenant à proximité. Le jeune homme se tourne donc vers ses passagères pour leur demander où il doit se garer. Terrorisé, il se rend compte qu'elles ont disparu. Il est tout seul. Pourtant, il n'a pas rêvé, elles étaient bien là. Le jeune homme a l'impression de devenir fou. Il est sous le choc et pose son regard partout dans la voiture et à l'extérieur. Et là, à environ 10 mètres, il les aperçoit. C'est une vision terrifiante, il n'en croit pas ses yeux. Elles se trouvent sur les voies ferrées qui passent devant le temple. Elles ne sont pas debout, mais en train de ramper. Et de leur corps, il ne reste que le haut. Elles traînent leur torse le long des rails, les entrailles à l'air. En voyant ce spectacle horrible, le jeune homme perd connaissance. Et lorsqu'il se réveille, c'est à l'hôpital. On l'avait retrouvé inconscient dans sa voiture. Il raconta son histoire, mais le médecin ne l'a pas cru. On raconte que certains chauffeurs de taxi de la ville de Bangkok ont vécu la même expérience à cet endroit-là et que depuis, beaucoup d'entre eux ne veulent plus se rendre en pleine nuit au Wat Samian-Nari. La légende dit que ces apparitions seraient dues à la mort horrible de 2 sœurs dans les années 90. Elles auraient été percutées et coupées en 2 par un train. Nous sommes en Écosse, sur les rives de ce grand lac d'eau douce qu'on appelle le Loch Ness. Ce lieu emblématique, rempli de mystères, est surtout connu pour le monstre qui se cache peut-être dans ses eaux troubles. Un monstre qui, au fil du temps, n'a cessé de faire parler de lui. Nessie, comme on le surnomme, est une sorte de créature aquatique qui, d'après la légende, ressemblerait à un animal de la préhistoire ou à un dragon.
Cette légende est connue de par le monde et ses origines sont diverses. On dit qu'en 565, afin de porter la bonne parole aux non-croyants, un moine irlandais est envoyé en Écosse par l'Église. Un jour, alors que ce dernier se trouvait sur les rives du Loch Ness, il fit une rencontre terrifiante. L'homme vit brusquement un monstre immense surgir du lac. La bête menaçante se mit à rugir. Malheureusement, au même moment, l'un des disciples du moine tentait de traverser le lac pour récupérer une barque échouée. Alors, à cet instant, ne sachant quoi faire pour le sauver, le moine fit le signe de croix, et on dit que c'est ce simple signe de croix qui fit fuir le fameux monstre. Après cet événement, le moine fut canonisé et devint un saint. Nous sommes maintenant en 1933. Un couple, monsieur et madame McJay, aperçoivent une gigantesque créature dans le lac. Ces derniers racontent alors ce qu'ils ont vu. La presse s'empare de l'histoire, et la bête est baptisée Nessie. Mais finalement, ce que monsieur et madame McJay avaient pris pour un monstre ne l'était pas. En réalité, il s'avère que le directeur d'un cirque faisait prendre un bain dans le lac à ses éléphants à ce moment-là. C'était, paraît-il, le dos et le dessus de la tête de l'animal qui émergeaient, et ceux-ci ont eu l'impression de voir un monstre dans l'eau. Nous sommes en avril 1934, sur les bords du Loch Ness. Un chirurgien londonien nommé Robert Kenneth Wilson se promène avec un ami. Soudain, alors que les deux hommes ont les yeux rivés sur le lac, ils voient surgir de l'eau quelque chose d'immense. C'est une créature dotée d'un long cou, et celle-ci ressemble à une sorte de dinosaure. Malgré sa peur, Robert Kenneth Wilson prend l'incroyable animal en photo. Photo qui fera d'ailleurs le tour du monde et sera publiée dans le Daily Mail. Rapidement, tout le monde se passionne pour l'affaire, mais 60 ans plus tard, on finit par apprendre que c'était un canular et que le cliché pris ce jour-là était un faux. En réalité, ils auraient fabriqué ce fameux monstre avec un simple carton découpé fixé sur un jouet, un sous-marin d'enfant. En 2007, un touriste anglais, Gordon Holmes, technicien de laboratoire, filme quelque chose se déplaçant rapidement sur le lac. L'homme n'en revenait pas. Il dit que la chose mesurait 10 mètres de long et filait à toute vitesse. En septembre 2020, sur le Loch Ness, un Anglais, Steve Challis, prend une photo. Sur celle-ci, on voit la forme d'un animal qui fera environ 2,50 m ou peut-être plus. D'après ses dires, l'homme photographiait la rive opposée lorsqu'il a vu une ondulation dans l'eau. J'ai commencé à prendre quelques clichés, dit-il, puis ce gros poisson est revenu à la surface et est redescendu. Il n'est apparu que d'un seul coup, et pour être honnête, c'était un coup de chance. Alors ce nouveau cliché prouve-t-il qu'il y a bien une créature dans le Loch Ness ? Après qu'il ait été publié, certaines personnes étaient persuadées que c'était bien ici sur la photo. L'auteur du cliché, lui par contre, ne croit pas du tout à cette fameuse créature et pense plutôt que ce serait une silure ou un autre poisson du même genre. C'est d'ailleurs l'hypothèse la plus plausible pour expliquer cette histoire de monstre. Le silure étant un poisson d'eau douce qui justement peut atteindre la taille de 2,50 m voire plus. En tout cas, les gens n'ont pas, le monstre continue à faire parler de lui et le mystère reste entier. En Angleterre, au début du XIXe siècle, un couple d'aristocrates, les Mordrake, avait un enfant nommé Édouard. Édouard Mordrake était un petit garçon agréable et bien élevé,
et en grandissant, il devint un homme d'une grande douceur, instruit et intelligent. Il était aussi passionné de musique et avait un don particulier pour cet art. Riche et ayant de nombreuses qualités, Édouard semblait avoir tout pour être heureux. Pourtant, ce n'était pas le cas, car il y avait une ombre au tableau. Cette ombre prenait tant de place qu'elle finit par gâcher la vie du jeune homme. Ce dernier était condamné à supporter une sorte de jumeau. Pas un jumeau comme on l'imagine, non, ce jumeau-là faisait partie intégrante de lui. En effet, il se trouvait à l'arrière de sa tête. Sur ce même corps, il y avait donc deux visages. En réalité, Édouard Mordrake était atteint d'une maladie congénitale très rare, qu'on appelle la diprosopie ou duplication crâno-faciale. Ceux qui en sont atteints ont des parties du visage ou parfois même l'ensemble du visage dupliqué sur la tête. Le second visage d'Édouard n'occupait pas tout le derrière de sa tête, mais juste une partie. Il paraît que ce double ne pouvait ni voir, ni manger, ni parler. Pourtant, d'après les dires du jeune homme, celui-ci s'adressa à lui chuchotant durant la nuit des paroles démoniaques et remplies de haine, ce qui l'empêchait de dormir et le rendait fou. Apparemment, il était le seul à entendre sa voix, car bien que les lèvres du double bougeaient sans arrêt, aucun son n'avait jamais été entendu par les autres. On dit que parfois, le double d'Édouard souriait et ricanait méchamment lorsque celui-ci était triste ou pleurait. Son diable jumeau, comme il l'appelait, il ne pouvait plus le supporter, si bien qu'il demanda au médecin de l'aider. Il voulait être débarrassé au plus vite de ce visage, même si en faisant ça, il prenait le risque de mourir. Malheureusement, malgré ses nombreuses supplications, les médecins n'acceptèrent pas de le lui enlever. Puis un jour, envahi par un désespoir immense, à seulement 23 ans, il finit par se suicider avec du poison qu'il avait réussi à trouver. Il avait tout de même laissé une lettre. Dans celle-ci, il demandait que le visage de son double soit détruit avant son enterrement. Car même après sa mort, il avait peur que dans sa tombe, ces chuchotements diaboliques continuent de le hanter. Il est assez effrayant. Comme un sosie ou un jumeau, il a la même apparence que vous. On dit qu'il peut se trouver à deux endroits en même temps. On l'appelle le doppelganger ou encore le double maléfique. D'après la légende, l'apparition de doppelganger n'est pas un bon présage. On pense qu'il pourrait annoncer un malheur ou une mort si on l'aperçoit. Nous sommes en 1845 au pensionnat Varnawalk, une école de filles près de Walmart en Lettonie. Une enseignante française de 32 ans, Émilie Saget, donne un cours à plusieurs jeunes filles et commence à écrire sur le tableau noir. Et là, alors que personne ne s'y attend, une sorte d'entité apparaît à côté de la jeune femme. Le plus effrayant est que l'entité ressemble trait pour trait à l'enseignante. C'est sa copie parfaite. Sous les yeux effrayés des élèves, le double d'Émilie se met alors à écrire comme elle sur le tableau et à faire exactement les mêmes mouvements. Tous sont sous le choc en voyant ce spectacle hallucinant. Seulement, Émilie, elle, ne se rend compte de rien et continue tranquillement son cours. Bientôt, l'une des filles se met à crier et les autres aussi. Émilie n'enseigne que depuis très peu de temps dans cette école, mais déjà autour d'elle se passent des choses étranges. La jeune femme semble pourtant être une personne douce et une bonne enseignante très dévouée à son métier et très appréciée par ses élèves. Après cet événement troublant, l'entité continua à se manifester. Il paraît que lorsque cette dernière apparaissait, la vraie Émilie semblait être au ralenti dans ses mouvements, comme une personne malade ou n'ayant plus d'énergie. Et bizarrement, quand elle disparaissait, Émilie retrouvait son état normal. Une nuit,
le chef jardinier l'aperçoit se promenant seul dans le parc. L'homme trouve ça étrange, car normalement, à cette heure-là, les professeurs et les élèves sont en train de dîner au réfectoire. Alors il se rend dans le réfectoire, et là, à sa grande surprise, il voit Émilie qui dîne à la table des professeurs. Troublé, il décide de retourner au parc. L'homme voit de nouveau l'enseignante marchant tranquillement. Choqué, celui-ci la salue. Mais la jeune femme semble froide et passe à côté de lui sans lui répondre. Nous sommes en 1846, en plein été. L'un des professeurs de l'école donne un cours de couture à 42 jeunes filles. Le cours se déroule sans problème jusqu'à ce que le professeur quitte la classe pour se rendre dans le bureau de la directrice. Soudain, juste après son départ, on voit Émilie entrer dans la salle et s'asseoir à sa place. Les élèves ne sont pas plus étonnés que ça. Seulement, en regardant par la fenêtre, l'une d'entre elles voit une autre Émilie dans le jardin de l'école cueillant tranquillement des fleurs. L'élève effrayé avertit ses camarades qui constatent la même chose. Il y a bien deux Émilie, à deux endroits en même temps. L'une est dans la classe assise sur une chaise et l'autre est dans le jardin. Les jeunes filles sont sous le choc et les regards se tournent vers l'Émilie qui se trouve dans la salle. Mais qui est-elle? Est-ce la vraie ou son double? En tout cas, celle-ci est étrange, elle ne dit rien et semble figée. Les filles sont toutes terrifiées, mais certaines d'entre elles décident de prendre leur courage à deux mains et s'en approchent doucement. Lorsqu'elles arrivent près de celle-ci, elles se mettent à la toucher. Seulement, ce qu'elles touchent n'est pas fait de chair et d'os. D'ailleurs, leurs mains traversent ce corps étrange. Ce n'est donc pas l'enseignante, mais bien une entité, une sorte de fantôme qui finit par disparaître comme par enchantement. Après ces nombreux incidents, les parents des jeunes filles prennent peur. C'en est trop. Beaucoup d'entre eux préfèrent retirer leurs enfants de l'école. Émilie, bien sûr, est mise au courant de ces effrayantes manifestations de sosie, mais celle-ci ne semble pas plus étonnée que ça, car même si elle ne l'avait jamais vue de ses yeux, cette entité lui avait déjà causé du tort dans le passé, et ça à plusieurs reprises. En effet, la jeune femme avait été congédiée dans une dizaine d'écoles différentes pour le même problème de sosie fantomatique, et celle-ci n'en pouvait plus, car elle n'avait aucune emprise sur ce phénomène étrange de dédoublement, et cela gâchait sa vie. À cause de ce double, elle n'a jamais pu garder ses différents emplois d'enseignante, et malheureusement, cette fois encore, ce fut la même chose, on la congédia. Plus tard, elle est engagée comme dame de compagnie chez une femme riche. Mais bientôt, alors que tout allait pour le mieux, cette femme est retrouvée sans vie dans sa demeure. La nuit du décès, Émilie était absente. Elle était apparemment à la résidence d'été de sa maîtresse, qui se trouvait à des centaines de kilomètres de là. Sa présence là-bas a été confirmée par l'intendant et le régisseur. Mais étrangement, des témoins ont affirmé l'avoir vue sortir de la demeure principale la même nuit du décès. Donc, c'est comme si elle avait été aux deux endroits à la fois. Son double se serait-il encore manifesté ce soir-là et aurait-il quelque chose à voir avec la mort de sa maîtresse?